Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Bienvenue pour la quotidienne du 28 juin. En actu, retour lors du dernier conseil communal de Gland avec le président du conseil, Pierre-Alain Pringolf, qui revient sur son année au perchoir. En sport, 2 jeunes de Saint-Cergue ont remporté 2 médailles lors des championnats suisses de Kung-Fu. Alexandre Caporal leur donne la parole et s'intéresse à cet art martial encore peu médiatisé. Enfin, en culture, musique, maestro, les variations musicales de Tané reviennent pour leur 12e édition du 16 au 29 août, découverte de la partition en plateau. Retour en images sur le conseil communal de Gland. Pierre-Alain Pringolf revient sur son année au perchoir et commente les grandes lignes de cette dernière séance avant la pause estivale. Il y a eu la décision sur ce préavis avec un crédit d'études en tout qui portait sur 5 et jusqu'à 7 millions pour la construction, l'agrandissement, les étages sur les collèges et puis l'UAPE. Et je pense que c'est un signal fort également pour les générations futures et de voir que la commune se soucie encore des élèves et des nombreux élèves et de la croissance qui continue encore dans la commune au niveau des habitants et de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai, il y avait plusieurs votes ce soir et tous des votes staliniens à l'unanimité avec quelques petites abstentions. Mais l'histoire retiendra effectivement ce vote pour le futur concernant les écoles. On va revenir sur cette année, une année difficile marquée par l'histoire, marquée par le Covid. Oui, ça a été assez compliqué. Et je remercie encore une fois l'équipe du bureau qui m'a soutenu dans cette période compliquée où il a fallu beaucoup réfléchir, analyser, calculer les jauges pour pouvoir accueillir tout le monde. Et ça n'a pas facilité la communication entre les personnes, mais finalement entre les séances Zoom et puis la bonne volonté de chacun, on y est parvenu et je pense qu'on a quand même pu garantir que l'exercice démocratique était bien respecté. J'ai quand même retenu qu'il y a un changement un peu de paradigme au niveau des objets qui sont présentés avec davantage de préavis qui concernent le renouvellement, le développement durable et puis je pense que ça devient vraiment un sujet qui est dans l'esprit de tous. Et puis, moi, il y a une chose qui m'a fait très plaisir, parce que ça a été longtemps le serpent de mer au niveau de la commune, ça a été tout le projet du Vieux-Bourg. Et là aussi, je rends hommage à notre municipal sortant, Michael Rohrer, parce que c'est quand même lui qui a piloté ce projet jusqu'ici et qui a fait l'essentiel des démarches et qui a pu donner maintenant cette impulsion qui fait que, bien sûr, on n'est pas encore en train de réaliser ce projet, mais en collaboration également avec les habitants du quartier, je pense qu'on arrivera à une magnifique solution dans les années qui viennent et qu'on aura un superbe Vieux-Bourg. Et c'est très important également pour l'âme même de la commune et de Gland d'avoir un espace commun qui pourra être partagé par tous les habitants et où nous serons fiers d'être glandois. Voilà, et puis aussi un dernier conseil marqué par le départ de plusieurs conseillers, on va dire, historique de ce conseil, des gens qui ont passé près de 20 ans, plus de 20 ans sur les bancs du législatif. Ça aussi, ça renouvelle ce conseil, ça change finalement la configuration des débats. On regrettera évidemment leurs avis sages et puis également la mémoire de toute l'histoire de Gland et de la commune. Mais j'ai beaucoup d'espoir et de confiance également dans la nouvelle génération qui va venir à partir de juillet et à partir du prochain conseil de septembre, avec toutes les nouvelles idées, les projets. Et puis je pense que ça va donner là aussi, puisqu'on a une vingtaine de conseillers, plus de 20 conseillers qui vont rejoindre les nouveaux conseillers qui vont rejoindre les rangs du conseil. Et ça va donner vraiment un coup de fouet et probablement faire avancer des projets, peut-être dans des directions un peu différentes. Mais tout ça pour le bien de nouveau de notre commune. Voilà, une nouvelle législature qui se donne rendez-vous dès septembre pour sa prochaine séance avec
le 2 septembre, hein, c'est ça, avec une nouvelle municipalité et un nouveau président du conseil, ce sera Rasoul Modji. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Peut-être, vous avez dit que vous alliez triturer le règlement pour trouver des amendements où il allait devoir se creuser les méninges, mais un conseil du président sortant au nouveau président. Oh, non, de conseil, je ne me permettrai pas. Il a encore beaucoup plus d'expérience que moi et, au niveau politique. Et c'est une personne avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler cette année, tout comme les autres membres du bureau. Et je lui fais entière confiance. Et puis ça, c'était l'histoire des sous-amendements un peu vicieux. C'était un private joke, vu que lui-même, lors des dernières séances, avait déposé certains amendements qui avaient nécessité un peu de cogitation de ma part pour savoir comment on allait les traiter. Donc je prévois à l'occasion, lorsqu'il sera un peu installé, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Voilà, mais en toute sympathie et en toute amitié. Oui, en toute amitié. On parle arts martiaux à présent puisque le district de Nyon a brillé en kung-fu ce mois-ci au championnat suisse à Martigny. Les jeunes Armand Rocha, 12 ans, et Amalia Correa, 14 ans, du dojo de Saint-Sergue ont ramené chacun une médaille. Bonjour Amalia. Bonjour. Ravi de t'avoir ici et bonjour Armand. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux accompagnés de votre entraîneur et puis qui est fondateur du dojo de Saint-Sergue aussi, Laurent Rocha. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Alors dites-nous, heureux tous les deux? Amalia, je vois que tu as ramené une coupe aussi, donc tu as eu une médaille de bronze et puis tu as ramené aussi une coupe. Raconte-nous comment ça s'est passé, ces championnats suisses. C'était génial, il y avait une superbe ambiance, donc on est arrivé dans Une salle, quoi. Une salle, ouais. Oui, voilà. Et il y avait plusieurs juges. Voilà. Plusieurs juges qui donnaient des notes. Et donc on devait passer au milieu de tous et faire notre forme. Donc ils nous donnaient des notes. Après ils faisaient une moyenne. Et puis on était classés par rapport à ça. Ouais. Donc première compétition en kung-fu pour toi. Et puis ça y est, une médaille, une coupe. Donc heureuse, j'imagine. Oui, très. Armand, toi aussi, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé très bien. Justement, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. Mais médaille d'argent pour toi, oui, il faut le dire. Médaille d'argent, mais pas de coupe. Ouais. Voilà, l'ambiance, elle était super. Et puis, c'était un peu, je sais pas comment est-ce qu'on va dire, triste parce que quand on recevait ces points et puis que la moyenne, elle était en dessous des points qu'on avait vus parce que moi, au départ, je voyais pas tous les points qu'il y avait, donc je me disais, waouh, j'ai une super moyenne, alors que pas du tout. Et puis, voilà, ça c'était pas ouf, mais sinon j'ai adoré. Ouais. Donc les médailles, donc c'est un cumul de points justement par rapport aux figures que vous faites. Et alors cette coupe, il y a marqué meilleure forme technique, ça veut dire quoi au final? Au final, du coup, c'est pas forcément par rapport à ma note, mais c'est plus par rapport, ils ont dit, au courage d'avoir présenté donc, du tai chi là-bas, alors que c'était tout art martial confondu. D'accord. Alors, on va préciser quand même, 2 épreuves étaient disputées. Le Taolu, est-ce que je prononce bien déjà? Oui. Oui, le Taolu qui est une compétition donc individuelle où vous effectuez du coup des formes en fait avec votre corps. On va pouvoir détailler ça. Et le Sanda donc qui est un affrontement avec des contacts légers. Explique-nous un petit peu Laurent comment ça marche. Donc il y a ces 2 disciplines majeures en Kung Fu. Oui, c'est ça. Les Taolu, on peut les avoir à main nue, on peut les avoir avec armes aussi. Et donc là c'est la première fois que je présentais des enfants à la Fédération suisse de Kung Fu. De Kung Fu traditionnel, il y a 2 fédérations, comme en Chine, celle de Kung Fu traditionnel et celle de Wushu moderne. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est la modernité. D'accord. C'est-à-dire que les Chinois ont vraiment voulu développer un Kung Fu sportif qui puisse peut-être un jour aussi être représenté aux Jeux Olympiques. Donc il fallait qu'il soit très démonstratif, donc très acrobatique. Ouais. Et donc le Wushu est plus acrobatique et moins lié à la tradition. Le Sanda, il a été développé, on le trouve dans les 2 fédérations, c'est-à-dire dans celle de Kung Fu traditionnelle et dans celle de Wushu moderne. Le Sanda, ça a été une réponse un peu au full contact américain. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont senti qu'ils avaient besoin d'avoir un mode de compétition où les gens puissent s'affronter avec un minimum de risques.
parce que dans la tradition chinoise, les combats, ça se passait mal. Et donc, il n'y avait pas tellement de ce genre d'affrontement, si ce n'est entre maîtres qui devaient délimiter des zones dans lesquelles ils allaient pouvoir établir leur propre école. Donc, ils ont inventé le sanda, qui est mais vraiment une chouette confrontation dans le sens où, techniquement, c'est très intéressant. Il y a pied-point et il y a aussi les projections. Une fois au sol, c'est terminé. C'est une aire de combat aussi où il n'y a pas de barrière. Donc on ne peut pas aller se profiter de l'élasticité des barrières pour encaisser les coups. Une fois qu'on est hors de l'aire de combat, on va tomber parce qu'il est légèrement surélevé, donc on tombe. Donc il y a toute cette notion de gestion de l'espace qu'on ne trouve pas dans d'autres disciplines de ce type-là. Et dans la Fédération suisse de Kung Fu, ils ont retiré dans ce qu'ils appellent le sanda les projections. D'accord. Ça permet, alors c'est ce que je voulais voir aussi, donc moi je n'ai pas présenté d'élèves dans cette discipline-là, l'année prochaine on va le faire. Je voulais voir la qualité de l'arbitrage, parce que je ne voulais pas de blessés, et je suis un farouche opposant au coup à la tête chez les enfants. Même casqué, c'est presque même plus dangereux casqué que pas casqué. Et ça crée quelquefois des lésions qu'on va retrouver dans toute leur vie d'adulte. Donc je suis très opposé à ça. Et donc là, j'ai pu vérifier que l'arbitrage était très bien fait. D'accord. Et donc là, les deux, ils ont évolué en Taolu, du coup. Ils ont évolué en Taolu. Individuel. Armand, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut, justement, pour marquer des points en Taolu? En quoi ça consiste? On va voir les images à l'écran, un petit peu de vos prestations à tous les deux. Donc on va voir des formes, il y a de la chorégraphie dans le Kung-Fu, il y a de la technique. Qu'est-ce qu'il faut pour marquer des points? Déjà, il faut être précis pour justement essayer de... je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire ça, mais pour époustoufler, on va dire, les jurys. Et aussi, il faut avoir une bonne énergie et puis donner une bonne impression de soi directement quand on entre sur le terrain, on va dire ça, pour dégager une bonne énergie et pour inciter les jurys. Ça, c'est ce qui m'a fait perdre quelques points parce que, voilà. Pourquoi? Parce que quand j'entrais sur le terrain, on va dire, j'étais pas encore dans la forme, donc je me tenais mal, j'étais pas prêt, pas concentré, tout ça, et voilà. D'accord, ok. Donc il faut, qu'est-ce qu'il faut, Amalia, toi? De la concentration, du mental, de la chorégraphie aussi, de l'artistique? Il faut allier un peu tout ça? Oui, c'est ça. Il faut mélanger un peu tout pour avoir un bon mélange et pour être, on va dire, parfait. Ouais. La perfection, comment on l'atteint dans ce domaine? Il faut beaucoup d'entraînement, il faut savoir donc écouter et se concentrer beaucoup, et puis ressentir aussi chaque mouvement. Il faut de la souplesse aussi, on imagine. Hein. Le travail des jambes, des bras, etc. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le Kung-Fu? Parce qu'on le rappelle quand même, tu es rentré au dojo de Saint-Sergue il y a moins d'un an. Et donc là, c'était ta première compétition. Qu'est-ce qui t'a plu dans le Kung-Fu? Un peu tout, et j'aime beaucoup quand il y a de savoir me battre déjà pour être en confiance dans la vie de tous les jours, puis aussi le travail sur nous-mêmes, donc savoir ressentir nos mouvements, savoir ce qu'on veut, etc. Oui, un peu tout. Armand, toi aussi, la confiance en toi, le fait d'être combatif, aussi, c'est quelque chose qui t'a plu dans le Kung-Fu? Oui, mais je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça, mais le Kung-Fu, ça aide à oui, bien sûr, prendre beaucoup confiance en soi, mais dans la vie de tous les jours, faut vraiment avoir beaucoup d'entraînement pour pouvoir l'utiliser, parce qu'il y a nos réflexes habituels qu'on ne réfléchit pas avant de parer les coups ou frapper et tout ça. Et donc, alors que le Kung-Fu, c'est très réfléchi, justement. Hein. Non, pas vraiment non plus. Ah, non. Dans le sens où, dans le Kung-Fu, quand on connaît les règles, on peut les utiliser parce qu'on y a réfléchi avant. Alors que quand on est dans la vie de tous les jours, enfin moi je dirais ça comme ça, on n'est pas en train de se préparer tout le temps mentalement quand on marche dans la rue en se disant il y a peut-être un serial killer derrière moi qui veut me tuer. Voilà. Donc, Et toi, ça fait combien de temps que t'en fais du Kung-Fu, toi? Bonne question. C'est pas très précis quand j'ai commencé parce que, avec un papa comme Laurent, c'est peut-être ça a toujours été là, non? Quand j'ai commencé en même temps que l'ouverture du club, bien sûr, mais j'ai commencé
bien avant avec mon père à la maison et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de date précise. Laurent, toi, le kung-fu, alors ça fait longtemps. Il me semble qu'il y a eu aussi des médailles européennes, hein, sauf erreur en kung-fu. Oui. Voilà. Donc il y a un parcours pour toi. Ce que disent Amalia, Armand sur comment dire l'influence du kung-fu sur le mental, sur la personnalité, sur la vie de tous les jours, c'est aussi quelque chose dans lequel tu te reconnais, que tu défends dans cet art. C'est ma seule motivation. Je ne suis pas sportif de nature. Par contre, le tai chi, c'est vraiment le tai chi et le kung-fu, pour moi, c'est vraiment une façon d'explorer le monde et puis d'explorer aussi tout notre monde relationnel. Comment est-ce qu'on s'installe, comment est-ce qu'on se tient dans la société, comment est-ce qu'on interagit avec l'autre. Ouais. Ben, c'est toutes des stratégies qu'on peut après extrapoler sur la manière dont on se comporte avec les autres, c'est sûr. Parce qu'effectivement, la spécificité quand même de ce sport donc art martial, sport de combat aussi, c'est que finalement, comment dire, il y a aussi beaucoup de spiritualité aussi, justement de concentration, voire de méditation dans le kung-fu. Oui, alors à partir d'un certain niveau, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, ça c'est sûr. Surtout dans le kung-fu traditionnel. Donc, parce qu'on va travailler sur l'énergie interne, donc ce qu'on ne fait pas avec les enfants. Hein, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on doit attendre d'être adulte pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Donc, oui, la méditation fait partie de l'entraînement, ça c'est sûr. Mais je pense aussi, spiritualité, il y a aussi le fait que ça soit une culture complètement différente de la nôtre. Et on ne se rend pas compte à quel point elle est différente de la nôtre. Et je pense que pour un occidental, c'est une chance, à un moment donné, d'arrêter de faire des projections exotiques sur d'autres cultures et de nos coups de se rendre compte qu'en fait, non. Si on veut comprendre la Chine, par exemple, il y a des barrières à passer, ça ne va pas être facile, notre cerveau n'est pas conditionné pour ça, et ça, c'est une des choses qui, pour moi, était le plus intéressant là-dedans. Armand, alors on imagine que ce qui t'a amené au kung-fu, c'était effectivement ton papa aussi qui a fait que tu t'es mis à ce sport. Mais toi, Amalia, qu'est-ce qui t'a fait connaître en fait le kung-fu et qui t'a donné envie de t'inscrire au dojo de Saint-Cyril ? Déjà, c'était ma maman qui a commencé au dojo de Saint-Cyril et qui après qui m'a dit si tu veux, ils font du kung-fu et tout, ça a l'air trop bien. Et du coup, j'ai essayé et puis j'ai trouvé ça super bien, donc j'y suis allée. Et ça t'a plu. Comment ça porte le dojo de Saint-Cyril, Laurent ? Il y a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent, des adultes aussi. Bon, j'espère qu'on est dans une ère post-Covid, donc c'est effectivement derrière. Oui, il a eu son heure de gloire. Et puis maintenant, il y a très peu de monde. C'est plus compliqué, C'est plus compliqué. En soi, pourquoi pas ? Parce que je suis assez perfectionniste. Donc, si du coup, j'ai des enfants qui sont plus investis et qui sont prêts à manger amer pour manger sucré, ce que disent les Chinois, et bien du coup, ça me va. Et il nous faudra un peu plus de monde. On est en train de s'organiser maintenant pour les compétitions de l'année prochaine, puisqu'on a découvert comment ça fonctionne, peut-être même aussi des compétitions à l'étranger. Ouais. Et Donc il y a cette vocation finalement, le dojo de Saint-Cyril, au final, tu parles du sérieux, de ta volonté que les enfants s'inscrivent et soient sérieux dans la pratique de ce sport, c'est parce que le dojo de Saint-Cyril vise justement des compétitions comme les championnats suisses. Oui, non, c'est pas pour ça du tout. C'est parce que ce que j'ai envie d'apporter aux enfants est quelque chose de très précieux, mais qui s'acquiert seulement par l'entraînement. On vient d'en parler, c'est cette éducation à l'autre, en fin de compte. Et puis, j'ai trouvé une motivation pour les enfants qui est la compétition. Ouais. Et donc, du coup, je vais utiliser ça pour essayer de rayonner, faire connaître ce dojo, faire connaître cette pratique, et aussi utiliser la compétition dans cette même dynamique, c'est-à-dire connaissance de soi, faire du tai chi comme fait Amalia alors qu'on est stressé, qu'on a le pouls à 200. Ouais. Quand on est tout seul dans la nature et qu'on veut se mélanger aux éléments, tout va bien. Ouais. Mais quand on est devant un jury, qu'on doit accepter les décisions, il y a aussi une voie là-dedans qui est intéressante à explorer. Oui, très bien. Et puis tu organises, il me semble, quelque chose cet été, au mois d'août ? Oui, alors cet été, ça sera un petit peu mon jardin secret, c'est-à-dire c'est un stage pour les enfants. On trouve tout ça sur le dojo, en première page. C'est un stage qui aura lieu à Mingshan, qui est cet institut intégratif taoïste qui est en dessus d'Yverdon, une structure hôtelière vraiment magnifique, où il se passe de très belles choses. Et là, on accueillera les enfants pour faire du kung-fu traditionnel,
pour faire de la calligraphie, pour apprendre un peu le chinois et pour aborder certaines notions fondatrices de la culture chinoise, comme le Yiqing par exemple. Voilà. Très bien, donc vous trouvez tout ça sur le site donc, du dojo de Saint-Sergue. Avant de se quitter, Amalia et Armand, je vous propose de nous faire une petite démo de ce que vous faites. Bon, on a vu sur les images, mais ce serait sympa de le voir en vrai. Alors allez-y, levez-vous et puis montrez-nous ici devant cette table un peu quelques mouvements peut-être. Amalia, peut-être pour commencer, quel est le mouvement que tu vas nous montrer? Là, je vais faire le brosser de genou et puis je vais enchaîner sur brosser la crinière du cheval. D'accord. Ah, donc on manque un petit peu de place quand même sur le plateau avec cette table. Laurent, du coup, les mouvements là qu'effectue Amalia, comment on pourrait les décrire? Donc ça, c'est des mouvements qui sont issus du tai chi de style yang. Et puis, voilà, c'est vrai qu'en Europe, on voit peu d'enfants qui travaillent le tai chi. Et moi, j'ai repéré Amélia dans le sens où je regarde ses postures de la compétition, la posture qu'elle a dans ses jambes aussi. Elle a quelque chose qui est vraiment, elle peut magnifiquement pratiquer le tai chi. Et puis Armand, montre-nous. Et là, qu'est-ce qu'Armand nous montre? Il va nous faire du Bagua-jang. D'accord. C'est-à-dire ce qu'on appelle la boxe des 8 trigrammes. Vas-y, commence. C'est aussi un art dit interne, comme le tai chi. C'est des arts... Ouais, continue, tu fais un peu les mouvements comme... Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place ici en plateau. Parce qu'il y a aussi quoi en fait, on voit des mouvements finalement qui sont assez longs. En fait, il y a beaucoup de déplacements aussi sur... Oui, alors, en plus, le bagua, si les téléspectateurs voient les vidéos, il y a une marche qui est très singulière où on tourne autour d'un cercle, en 8 pas. C'est une boxe qui a pas mal de composantes ésotériques, mais au milieu, comme composante principale au niveau stratégique, il y a toute cette idée de tourner autour de l'adversaire et d'utiliser la force circulaire qui, au contact du Japon, avec le grand combattant Morihei Ueshiba, a donné, il a créé sur cette base-là ce qu'on appelle l'aïkido maintenant. Et donc ça, c'est l'origine traditionnelle de l'aïkido. Ouais. Voilà. Magnifique. En tout cas, on voit pas mal de mouvements. Merci beaucoup Armand et puis Amalia de vous être prêtés au jeu, de nous montrer quelques petits mouvements en plateau. Et puis bravo encore pour vos victoires et vos médailles à tous les deux. Donc médaille d'argent pour Armand, médaille de bronze et la coupe aussi pour Amalia et pour le dojo de Saint-Sergue représenté par Laurent Rochat. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir accueillis. Et très bonne journée. Aux variations musicales de Tannay, le cadre idyllique et les concerts d'artistes talentueux font la signature du festival classique de la Côte. On découvre aujourd'hui la partition de cette 12e édition qui aura lieu du 16 au 29 août. Céline Villardeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité du festival. Alors cette année, le piano sera mis à l'honneur. Comment et pourquoi? Dis-nous tout. Alors, comment, pourquoi? Disons qu'on a beaucoup de pianistes qui viennent, accompagnés d'orchestres ou non, notamment Hélène Grimaud, on a David Frey, on a Alexandre Kantorov, ou encore Alexandre Tarot, qui vient du coup donner un récital, et Katia Bounatishvili aussi pour un récital en fin de festival. Pourquoi? Parce que c'est un instrument noble et qu'on apprécie particulièrement. Et voilà, simplement. Ouais. Alors Katia, elle avait enchanté justement une des éditions précédentes. Ça veut dire quoi? C'est le festival qui revient à la normale, c'est ça? On se fait plaisir? On se fait plaisir et puis souvent, chaque année, il y a des artistes qui reviennent. On a Gauthier Capuçon qui va revenir aussi cette année, mais souvent on a Renaud qui est revenu plusieurs fois. Et Katia, c'est vrai que voilà, ça nous fait plaisir qu'elle revienne et ce serait chouette qu'elle revienne pour les années suivantes aussi. Mais oui, si possible, un festival qui revienne à la normale et du coup qui puisse refaire, reproduire aussi ces concerts de qualité qu'on a pu offrir à notre public les années précédentes. Ouais, alors revenir à la normale pour le festival des variations musicales de Tannay, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on revient à quand même presque, on aura 8 concerts cette année, contre 2 l'année passée, avec qui on avait été contraints avec les mesures sanitaires à changer un peu notre formule. Donc là on revient à quand même
plusieurs semaines. On est sur une dizaine de jours, du 16 au 29 août, avec 8 concerts, avec notre tente que les festivaliers connaissent bien, dans le parc du château de Thanay. Ouais. Alors on sait que pour cette année, vous avez voulu surtout consacrer une soirée spéciale, la soirée signature suisse, au cours de laquelle plusieurs artistes vont justement se succéder, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement il y avait un besoin plus que jamais chez les artistes suisses, puisqu'ils ont vécu une période particulière. Quel était le rôle justement du festival dans cette situation, selon vous? Alors là, nous, notre volonté en tout cas, c'est vraiment de mettre en avant ces artistes suisses, de les soutenir. Et il nous avait semblé assez naturel de leur consacrer une soirée. Par rapport à... On n'a pas pu faire grand-chose en soi pour la situation qui leur... ils étaient tributaires de ça. Donc nous, vraiment, c'est cette volonté. Notre volonté, c'est vraiment de leur offrir cette place-là. Et là, on ira... Donc on aura... En fin de soirée, on aura Estelle Reva qui vient, donc violoncelliste, avec un pianiste, Christian Chamorel, Et en fait, ce sera 3 séquences, donc 3 petits concerts qui se succéderont avec des artistes peut-être un peu moins connus qu'Estelle Reva, mais qui ne sont pas non plus des artistes dénués de talent. Donc on a Simon Burki qui vient, donc Samuel Niederhauser, violoncelliste, qui sera accompagné de Monsieur Burki, avec Damien Bachmann, clarinettiste, qui viendra avec François-Xavier Poisa au piano. Et enfin, du coup, avec Estelle Reva pour clôturer cette soirée-là. Ouais, on entend souvent le président Serge Schmitt dire que Renaud Capuçon, c'est un grand ami du festival. Vous avez toujours un lien très privilégié avec ces artistes aujourd'hui. De quoi ont besoin ces artistes suisses? On voit là Estelle Reva derrière vous. Mais quels sont les retours que vous avez eus avec eux, justement? Avec les artistes suisses Eh bien... Moi, personnellement, je n'en ai pas eu, mais c'est vrai que M. Schmitt a toujours ce contact étroit avec ses artistes. Et il en a eu beaucoup avec Estelle Reva, en fait, qui, elle, s'est beaucoup exposée aussi, en fait, cette année, je crois particulièrement, pour mettre en avant l'aide, en fait, qui était demandée, qui était nécessaire pour ces artistes. Et elle a réussi à avoir des aides, si je ne me trompe pas, financières pour les indépendants. Donc, lui, il a ce contact privilégié avec ses artistes, et je pense que c'est de ce contact-là que lui est venue aussi cette idée et cette envie de les soutenir particulièrement cette année, de cette manière-là, avec cette soirée spéciale. Ouais, 12e édition pour le festival. Comment est-ce qu'il se porte après toute cette tempête? Je crois qu'il se porte plutôt bien, et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui s'imaginer avec un festival qui ressemble à celui qu'on a eu avant cette période si particulière. Donc bien, et avec cette volonté de revenir à la normale si possible. Et tu me disais quelque chose de très intéressant lorsqu'on préparait cette interview, Gauthier Capuçon qui viendra. Ce qui est très intéressant, tu disais, avec lui, c'est qu'il a ce côté très didactique d'approcher la musique. Tu es toi-même mélomane, mais finalement, l'essence même de ce festival, c'est quoi? C'est faire en sorte que tout le monde puisse apprécier la musique, ou c'est quoi le plus grand objectif du festival? Alors oui, le plus grand objectif, je pense qu'il est double. Il y a cette volonté d'offrir de la qualité, vraiment des concerts de qualité, des artistes de qualité, et de ce côté-là du souvenir que tu évoques et que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment cette accessibilité, de rendre accessible la musique classique aux plus jeunes, disons vraiment à un public très très large. Et Gauthier, ce qui me plaisait particulièrement, c'était ce naturel vraiment de vulgarisation, entre guillemets, vraiment de didactisation, de décrire la musique avant de la jouer, de contextualiser pour le public qui peut être amateur, qui l'est. Et c'est vraiment cette volonté-là. Et ensuite aussi au niveau des catégories, on a pour cette année 3 catégories de prix. Donc c'est cette volonté aussi, au niveau financier, de pouvoir rendre le festival et la musique classique accessible à toutes et tous. Pour peut-être donner une petite astuce à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas vraiment adeptes ou qui n'osent pas forcément aller à un concert de musique classique ou à un festival de ce genre-là, quel conseil est-ce que toi tu pourrais donner? Pour y accéder, ou disons, c'est de se renseigner, déjà d'aller sur notre site, pour connaître un peu les artistes qui viendront, pour se renseigner sur les pièces qui seront jouées. C'est souvent des pièces qui sont disons, experts, les musiciens sont experts, mais qui les rendent vraiment, c'est souvent des très belles programmations qui sont proposées. On a notamment c'est Katia Benadishvili qui va venir jouer la gymnopédie numéro 1 d'Eric Satie, que je trouve magnifique. Et ça, d'ailleurs, sur son compte Instagram, il y a une vidéo, donc possible de l'écouter. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de venir, de ne pas avoir peur. Dans l'idée qu'il ne faut pas avoir cette image vieillotte qu'on peut avoir de la musique classique, de se dire qu'on n'a pas sa place. Au contraire, je pense que c'est peut-être là où on
peut-être les jeunes devraient vraiment se dire on y va, on essaye, il n'y a pas de code, de dress code, il n'y a pas de... Voilà, de se faire plaisir et avec ces catégories-là, on peut avoir accès à cette offre-là qui est intéressante, je crois. Ouais, les variations musicales de Tanek auront lieu du 16 au 29 août pour leur 12e édition. Céline Bilardou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée. Merci, merci. C'est déjà terminé pour ce lundi 28 juin. Très heureuse de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle semaine. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.